sur Abarimetier, alors que l'on pense que l'élection camerounaise se déroule uniquement sur le continent, elle est réellement en train de se passer aussi au travers de la diaspora. Le Cameroun a besoin d'être reçu. Notre pays a besoin d'une maman, d'une femme. Le 12 octobre n'est plus loin et nous savons que le chemin est difficile. Ah oui. La question que j'ai est la suivante. Entre janvier 2025 et juillet 2025, il y a eu 10 350 Camerounais qui ont quitté le Cameroun pour le Canada. C'est 10 000 cerveaux qui ont fui. Donc, certains quittent le Cameroun pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Alors, une fois qu'ils ont trouvé une meilleure vie, quelle est la politique que vous avez mis en place pour qu'ils puissent rentrer pour investir au Cameroun? Parce qu'on se rend compte que tous ces grands pays sont développés par des Camerounais. Ici en Belgique, les grands médecins sont Camerounais. En Allemagne, les grands ingénieurs sont des Camerounais. Au Canada, les grands ophtalmologues sont des Camerounais. Donc, quelle politique vous mettez en place pour que ces cerveaux puissent rentrer au Cameroun pour pouvoir développer le Cameroun dans votre programme? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je voudrais dire tout à l'heure, quand j'ai parlé des actions que nous avions menées à l'Assemblée nationale, quand le chef d'État a improvisé une loi pour permettre à la diaspora de voter. Et je parlais des propositions de l'UDC. J'ai pu avoir parlé de la double nationalité parce que pour nous, il y avait deux promesses électorales du président Kodia en 2011, la promesse du vote. Tout à l'heure, je disais que même cette promesse a été tenue à moitié parce que le vote ne se passe pas comme cela devait se passer. Mais la deuxième promesse, il n'est pas allé jusqu'au bout, à savoir, il avait dit aux Camerounais qu'il allait permettre la double nationalité. Il n'a pas fait. Mais nous avons toujours dit que, est-ce juste qu'un enfant qui est né de deux parents de nationalités différentes soit obligé de choisir une nationalité? Ce n'est pas juste. Cela fait partie de l'ordre naturel que l'enfant puisse avoir les deux nationalités de ses parents. Donc, est-ce que le Cameroun, c'est le seul pays au monde qui serait dans la double nationalité? Non, donc, nous, on a déjà fait cette proposition à l'Assemblée nationale en tant que parti politique. Mais comme je vous ai dit, quand les députés de la majorité voient une proposition de l'opposition, ils la rejettent quelle qu'elle soit. Donc là, ils ne le veulent pas du tout. De toute façon, évidemment, quand nous allons arriver au pouvoir, ce sera parmi les droits dont nous avons parlé, parce que quand nous disons les réformes institutionnelles. Donc, bonjour Madame Omaino Patricia D'Angela. J'espère que vous portez bien ce soir. Bonjour, je me porte bien, merci. Je suis à Bruxelles. Je viens d'avoir des échanges intenses avec la diaspora camerounaise de Bruxelles. D'accord. Alors, vous êtes en direct pour Abarimetier. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve pour une tournée quand même assez spéciale, comme vous venez de le mentionner, avec la diaspora que vous avez tenu à rencontrer. Pourquoi est-ce que c'est important finalement de venir et de rencontrer cette communauté-là aujourd'hui? Alors, la diaspora camerounaise, partout dans le monde, est une importante catégorie de personnes que nous estimons qu'elle doit apporter sa contribution au Cameroun. Le Cameroun est par nous tous et pour nous tous. Nous avons demandé à cette diaspora lors de notre tournée de contribuer à notre programme de changement du Cameroun, parce que nous savons qu'elle a l'expérience. Nous sommes venus aussi pour faire comprendre à cette diaspora par rapport à des préoccupations qui sont les leurs, comme
pour la question de la nationalité, comme la question même d'une vote de diaspora qui n'est pas dans les conditions leur permettant de s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne peuvent pas voter dans les ambassades aujourd'hui. Alors, nous sommes venus leur dire non seulement nous leur proposons pour leur donner notre droit, les conditions légales, comme le vote électronique ou le vote par courrier, tout simplement. Nous souhaitons que cette diaspora y participe à d'autres élections, en dehors de l'élection présidentielle, à l'élection au Parlement ou à l'élection dans les localités, en région ou dans les communes. Et d'ailleurs, qu'elles puissent représenter, qu'il y ait un pourcentage dans ces assemblées où la diaspora peut être représentée. Donc, voyez-vous, c'était très important D'accord. Mais secondément, vous avez aussi été fonction au Cameroun. Déjà, vous avez été directrice politique et vous êtes encore en fonction aujourd'hui. Et quand vous êtes finalement assez personnes qui, dans le débat public, font toujours sur cette question, qui essaient de savoir, vous avez travaillé et vous travaillez encore au service de l'OTAN camerounais. Est-ce que cela ne fait-il pas finalement de vous une fois plus? Et pourquoi est-ce que vous vous présentez en tant que membre de l'opposition aujourd'hui? Je crois qu'il y a des clarifications à faire. Je suis une Camerounaise, je suis une patriote, je suis au service des populations parce que je suis élue. Et les fonctions que j'ai occupées juste aujourd'hui sont des fonctions électives. C'est ce qui veut dire que je ne suis pas nommée. Je n'ai jamais été nommée par le président de la République, je ne suis pas membre du gouvernement. J'ai été élue, mes patrons sont les populations, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et c'est le même exercice auquel je m'emploie à une autre échelle. J'ai été élue comme conseillère municipale, comme maire, comme conseillère régionale. J'ai été élue comme députée à l'Assemblée nationale. C'est des fonctions par un mandat de cours défini par la loi et donc il ne faut pas confondre avec les nominations. Il y a un poste de fonctionnaire dans l'administration. Voilà, c'est la différence. Vous parlez effectivement d'agir pour les populations parce que vous êtes au service de cette population. Aujourd'hui au Cameroun, on concentre environ plus de 50% de femmes qui font partie de cette population-là. Vous êtes aujourd'hui la seule candidate féminine à se présenter pour cette élection. Qu'est-ce que vous avez envie de changer comme condition réelle pour ces femmes aujourd'hui qui vous regardent? Déjà, je dois vous dire qu'au regard de ce pourcentage, je suis frustrée d'être la seule candidate. Sur les 12 candidats, normalement, il aurait fallu qu'il y ait au moins 6 femmes. Qu'est-ce que, par rapport aux femmes que je vais apporter, nous avons tout un programme de réalité du genre déjà inscrit dans la Constitution pour que ce soit préservé à jamais, l'égalité du genre. On ne doit pas y toucher et cela doit se concrétiser dans les faits. Et dans les faits, il faut un encadrement juridique, l'accord de la famille pour protéger les femmes, les enfants, le couple, parce que la famille, c'est toutes ces personnes-là pour protéger les biens qu'on génère à l'occasion du mariage, pour que la succession dans notre pays ne soit pas l'objet de déstabilisation des familles, comme c'est le cas maintenant, parce qu'il n'y a pas vraiment des lois qui régissent la vie du couple, et protéger les filles. Il y a des lois contre les violences sexistes, contre les violences domestiques, interdit le mariage des enfants, parce que ça se passe toujours. Le code civil aujourd'hui permet, moi je suis maire dans ma commune, j'ai changé mes discours de célébration de mariage, je ne célèbre pas les mariages des personnes qui ont moins de 18 ans par exemple. Donc le plus important c'est de permettre aux femmes d'être dans les instances de prise de décision, parce qu'aujourd'hui les femmes sont mises de côté alors qu'elles sont les plus importantes catégories. Décider sans les femmes, c'est contre les femmes et tous les droits qu'on peut bien prendre dans un pays en écartant la majorité, ça ne peut pas prospérer.
Tout à fait. Et aujourd'hui, vous placez finalement la femme aussi en tant que citoyenne active pour le devenir de son pays. Vous avez également évoqué un code de famille. Aujourd'hui aussi, quand on parle de femmes, on ne pourrait ne pas parler d'enfants, puisque ce sont eux finalement aussi qui représentent cette importante partie de la population. Vous avez notamment fait un post sur les réseaux sociaux et un communiqué pour souhaiter une bonne rentrée à ceux qui commençaient l'école le lundi 8 septembre 2025. Alors, on a quand même presque 600 000 enfants à presque 1,4 million estimés selon l'UNESCO depuis 2023 qui ne sont pas en mesure d'avoir une rentrée scolaire correcte parce qu'ils habitent dans des zones de conflit. Est-ce que cela fait partie de vos priorités et comment est-ce que vous comptez résoudre ce problème? Vous savez, la ville où je suis maire est une ville frontalière du nord-ouest du sud-ouest. Donc, nous avons une grande majorité de la population déplacée. Et donc, le maire que je suis vraiment préoccupée par le recasement de ces familles-là qui ont des enfants. Et il y a ces personnes déplacées-là qui doivent avoir des toits et les écoles, ils doivent rentrer dans les écoles de la ville. Mais dans la ville de Fumban, comme dans toutes les autres villes, il y a aussi des parents dont la vie, le revenu est tellement bas qu'ils n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Et c'est une préoccupation pour le maire que je suis. Il y a que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons dans notre programme ce que nous appelons les droits d'intelligence, parce que l'éducation, c'est le meilleur des investissements. Déjà, l'éducation sans la famille ne peut pas prospérer, parce que dans l'éducation, il y a les parents, les élèves et les enseignants. Le système étatique que je voudrais incarner demain quand je suis président de la République, c'est le système qui va veiller à la bonne coordination, veiller aux intérêts de la famille, qui doit s'investir pour permettre à l'enfant, en l'éduquant, en donnant à l'enfant les premiers aspects de la civilité, de la discipline et de l'envie de la vie ouverte. Donc, quand les parents permettent aux enfants d'acquérir cela à l'école, qu'est-ce que l'école doit faire? L'école doit être une école intelligente où les maîtres sont bien rémunérés, où l'environnement permet à l'enfant de s'épanouir, une bibliothèque dans nos écoles, des espaces verts, la cantine, c'est tout un programme. Sans tout cela, les enfants... comment finalement pour que ces enfants-là aient accès justement en venant de zones de conflit, parce que c'est quand même pour la crise anglophone notamment depuis plus de 2016, qu'est-ce que vous comptez concrètement mettre en place par rapport à cette problématique? En fait, nous, je vous l'ai dit au début, on s'occupe des familles déplacées. Et quand on parle des familles déplacées, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des enfants. Aux femmes, on leur donne la possibilité d'avoir des micro-projets avec des ONG comme des partenaires internationaux qui viennent dans la ville de Fumban pour aider la commune à mettre en plan d'action pour nous occuper de ces familles. Ça, c'est concrètement ce que nous faisons. Et maintenant, les enfants sont accompagnés dans les écoles, insérés dans les écoles de la ville, et il n'y en a pas assez, même pour les enfants de la ville. C'est pour ça que, en tant que maire, nous avons besoin des moyens. La décentralisation doit être une réalité, parce qu'il nous faut plus d'écoles, il nous faut mettre la qualité, que le maire soit l'école intelligente dont je vous parle. Mais maintenant, pour que les conflits s'arrêtent, c'est une autre stratégie. Nous avons un programme par rapport à la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis 2016, quand cette guerre a éclaté, il faut absolument créer la paix dans ces zones-là pour que ces populations puissent y retourner et retrouvent leur environnement normal pour ceux ou celles des personnes qui veulent y retourner. Mais sinon,
partout dans le Cameroun, comme autant les enfants peuvent partir du Cameroun pour venir trouver des écoles ici en Belgique, autant un Camerounais dans n'importe quelle ville peut choisir de s'installer, mais à condition que toutes les villes du Cameroun soient capables de pouvoir offrir ce cadre d'école. Donc c'est une question vraiment de bonne gouvernance. Nous entendons donc par vos multiples propos en fait, que vous avez un programme qui est assez solidifié et qui se base en fait sur plusieurs différents axes. Mais la question qu'on se pose finalement, c'est de savoir, nous sommes presque à un mois des élections présidentielles, si c'est des mois, et il y a eu cette rumeur, en tout cas, quelque chose qui était lancé dans le débat public comme une espèce de candidat consensuel de l'opposition. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, ou bien vous pensez adhérer dans les semaines à venir concernant l'opposition, et surtout quel est le message que vous avez envie de diffuser à des personnes qui vous connaissent déjà et ceux qui ne vous connaissent pas? Je fais partie du groupe de parti politique qui a mis sur pied ce concept. Nous avons créé ce concept de la candidature consensuelle dans le cadre de la plateforme des partis politiques pour la réforme du code consensuel. Vous voyez que le mot consensuel revient. Donc, il est question que les candidats, dès que leur candidature est validée par le Conseil constitutionnel, se retrouvent pour désigner un candidat qui va les représenter et donc avec un plan d'action commun pour redresser le Cameroun. Et nous étions toujours face à un régime qui a duré 3 ans, un président qui a duré 12 ans. Les Camerounais veulent vraiment un changement et nous sommes là pour incarner ce changement. Et aucun parti politique ne peut y arriver tout seul. C'est pour ça que c'est important de comprendre que, quelle que soit la situation, un regroupement de forces de changement avec un plan d'action commun, consensuel, et ce qui va permettre au Cameroun dans de l'année à ce pays prospère. J'ai une question par rapport à la candidature consensuelle. Depuis quelques jours, le candidat recalé, Maurice Kamto, a reçu tour à tour Belo Boba Maïgari, Issa Chiruma, Akeremona. Quelle est votre position par rapport à ces réceptions? Dès votre retour au Cameroun, êtes-vous prêt à suivre le pas? Il est question de former un gouvernement, si vous voulez, de redressement du Cameroun. Et évidemment, nous sommes partie prenante, puisque c'est ce que nous voulons. Dans notre plan d'action, par rapport au consensus, on se dit on doit avoir un plan commun consensuel entre nous les candidats. Et si il se trouve qu'on met une personne devant, c'est le plan commun qu'on va appliquer. Et dans ce cadre-là, chacun de nous a des responsabilités. Donc, on va participer au gouvernement. Et comme on disait, il n'y aura pas plus de 15 gouvernements, de 15 départements ministériels. Voilà. Ça peut être nous, ça peut ne pas être nous, mais si c'est un gouvernement de construction, de redressement, et avec un plan d'action et un temps, parce qu'on se dit en 4 ans, en 5 ans, on va faire ci, ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire maintenant au Cameroun. Donc, voilà. Maintenant, par rapport au populisme, si vous connaissez vraiment l'Union démocratique du Cameroun, vous savez comprendre que nous n'avons jamais été ceux-là qui font des grandes déclarations pour attirer l'attention. Nous, on travaille fort et sérieusement sur le terrain. Et notre éthique, c'est que quand vous êtes seul quelque part et il y a une action à mener, il faut mener cette action sans attendre qui que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé au Palais de l'Unité en janvier 2025. Je me suis retrouvée devant le président de la République et je lui ai dit ce que, pour ma part, c'était important qu'il comprenne par rapport j'allais dire au combat, mais je n'aime pas
toujours ce mot-là par rapport à l'urgence, si vous voulez. Et il était question pour moi de faire comprendre au président de la République qu'avant l'organisation des élections, il faut modifier le code électoral. Et je l'ai dit, c'était bien. Et toutes les autres années, je me souviens que de 2021 à 2025, peut-être que je ne suis pas allée à la présentation des vœux pendant 2 années, parce que des fois, ce n'est pas facile d'y aller. J'y vais parce que je suis président d'un parti politique. Le palais de l'unité, c'est le palais des Camerounais.